Je suis Alex. J'ai 28 ans, et ma propre famille a essayé de ruiner ma vie à cause d'un mensonge, en me mettant à la porte de la maison qu'ils ne pouvaient pas se permettre sans moi. Avant de vous raconter comment j'ai découvert la vérité et repris tout ce qu'ils essayaient de me cacher, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. C'est bon de savoir que vous êtes là. Tout a explosé à la fête du 22e anniversaire de mon jeune frère Jason. Ce n'était pas un simple barbecue dans le jardin avec de la bière bon marché et des hot dogs. C'était une production à part entière, un témoignage de l'image que mes parents, Richard et Diana, étaient désespérés de maintenir. Ils avaient loué une salle à manger privée au Gilded Spoon, l'un de ces endroits branchés et douloureux où les serveurs vous regardent de haut si votre montre coûte moins cher qu'une voiture d'occasion. Les mimosas coûtaient 20 $ le verre, servis avec une seule framboise artisanale flottant au centre. Je le savais parce que c'était moi qui finirais par payer la facture. J'étais le financier silencieux de l'illusion parfaite de la famille Mitchell, un rôle que j'avais joué pendant 4 longues années. L'air dans la pièce était lourd du parfum coûteux et du son de rire forcé et cassant. Mon oncle Thomas, le frère de mon père, plus riche et plus prospère, tenait court en bout de table. Il tenait, tapant dans le dos de Jason et proclamant bruyamment que son neveu était destiné au bureau de direction. C'était une scène familière, un rituel aussi prévisible que Thanksgiving. Jason était l'enfant chéri, le prodige charmant. J'étais juste Alex, le calme, le fiable, celui qui s'assurait que les factures étaient payées pour que des célébrations comme celle-ci puissent avoir lieu. J'étais debout près du bar en train d'essayer d'obtenir un simple verre d'eau quand je les ai entendus, Jason et sa petite amie, Vanessa. C'était une influenceuse sur les médias sociaux dont toute la personnalité semblait être tirée des tendances Instagram. Ils étaient blottis l'un contre l'autre, chuchotant. Le plan est absolument en place, murmura Jason, un sourire suffisant aux lèvres. Vanessa gloussa, un son aigu et tintant. Oh, ça va être épique. Il ne verra rien venir. Je me suis dit que ce n'était rien, probablement un TikTok élaboré qu'il planifiait ou un voyage surprise. J'avais des choses plus importantes en tête, comme les rapports trimestriels que je devais finaliser pour mon poste d'analyste financier principal lundi. J'ai écarté leurs paroles et je me suis concentré sur la conversation fade que ma tante essayait d'avoir avec moi sur le marché boursier. Puis vint le moment qui allait briser ma vie. Jason se leva, levant sa flûte de champagne. La salle se tut, s'attendant à un remerciement sincère. Au lieu de cela, il fit une performance digne d'un Oscar. Je veux remercier tout le monde d'être ici pour célébrer avec moi, commença-t-il, sa voix déjà empreinte d'émotions fabriquées. Cela signifie beaucoup, mais je dois partager quelque chose de terrible. Il fit une pause, laissant le drame planer dans l'air. La montre de mon grand-père, la Rolex vintage qu'il m'a donnée juste avant de mourir, a été volée. Une vague de halètements choqués se répandit dans la pièce. Ma tante Patricia, une femme qui vivait pour le drame, serra ses perles comme si elle venait d'être témoin d'un meurtre. Les yeux de Jason, froids et durs comme des éclats de glace, se fixèrent sur les miens de l'autre côté de la pièce. Je l'ai cherché partout pendant des semaines, dit-il, sa voix tombant à un murmure conspirateur que tout le monde pouvait entendre. Et puis, je l'ai trouvé. Il prit une inspiration tremblante. Caché au fond d'un tiroir dans la chambre d'Alex. Le temps s'arrêta. Le cliquetis des couverts, le murmure des conversations, tout cessa. Chaque personne à cette table, mes tantes, mes oncles, mes parents, mes amis les plus proches, se tourna pour me regarder. Le silence était un poids physique qui pesait sur moi, me volant l'air de mes poumons. Ma mère, Diana, fut la première à parler, sa voix un trait empoisonnée et acérée. Toujours si jaloux de ton frère, cracha-t-elle, ne me regardant même pas, mais regardant les visages compatissants de ses amis. Mon père, Richard, l'homme qui m'a appris à faire du vélo et à équilibrer un carnet de chèques, se contenta de regarder sa serviette parfaitement pliée, refusant de croiser mon regard. Son silence fut le coup le plus cruel de tous. C'était un verdict, coupable. Ma cousine Émilie, qui était plus comme une sœur pour moi, commença à protester. C'est impossible, tante Diana. Alex ne ferait jamais. Ça suffit, Émilie, interrompit mon oncle Thomas, sa voix un ordre sévère qui la fit taire immédiatement. Plus tard dans la nuit, la performance était terminée. Mon père se tenait dans le couloir, son visage un masque froid et sans émotion. Sors, dit-il. Ce n'était pas un cri. C'était un ordre plat et mort. Fais une valise. Je veux que tu partes dans 1 heure. Ma mère se tenait à côté de lui, les bras croisés,
son expression un mélange de déception et de dégoût. J'étais une tâche qu'ils devaient enlever. Alors que je passais devant eux pour aller dans ma chambre, la chambre dans la maison dont je payais l'hypothèque, je savais que ce n'était pas juste une dispute. C'était une excommunication. Et alors que tout le poids de leur trahison s'abattait sur moi, une petite étincelle froide s'alluma au fond de mon estomac. Ce n'était pas de la douleur. Ce n'était pas du chagrin. C'était la première lueur d'un feu qu'ils finiraient par regretter d'avoir allumé. Le bruit de la porte d'entrée qui se refermait derrière moi était étrangement silencieux, une douce ponctuation à la fin d'une phrase longue de 28 ans. Je suis resté debout dans l'allée pendant un long moment, le seul sac de sport à mes pieds semblant incroyablement lourd. La rue de banlieue familière, avec ses maisons identiques et ses pelouses parfaitement entretenues, ressemblait à un décor de cinéma, une vie à laquelle j'avais l'habitude d'appartenir, maintenant juste une toile de fond. Je me suis forcé à ne pas regarder en arrière vers la maison, à ne pas chercher un visage à la fenêtre. Je savais ce que je verrais, ou plutôt ce que je ne verrais pas, aucun remords, aucun doute, juste la froide certitude de ma culpabilité dans leurs yeux. Je suis monté dans ma voiture, une berline 4 portes raisonnable qui hurlait analyste financier, et j'ai conduit. Mon esprit était un blizzard de questions et d'accusations, mais mes mains étaient fermes sur le volant. J'ai traversé les banlieues endormies, devant les parcs où j'ai joué quand j'étais enfant, et le lycée où j'ai obtenu mon diplôme avec mention. Chaque point de repère était un fantôme. Il n'y avait qu'un seul endroit où je pouvais aller, une seule personne qui n'exigerait pas une explication que je n'avais pas. Je me suis arrêté devant un immeuble d'appartements modeste de 3 étages de l'autre côté de la ville, à 1000 lieues des pelouses manucurées et des garages doubles de mon ancienne vie. J'ai monté jusqu'à l'appartement 2B et j'ai frappé. La porte s'ouvrit pour révéler mon meilleur ami, Marc. Nous nous connaissions depuis l'université, où nous avions sympathisé lors de séances d'études nocturnes et de pizza bon marché. Il était graphiste, un contraste frappant avec mon monde de chiffres, mais c'était la personne la plus logique et la plus équilibrée que je connaissais. Il jeta un coup d'œil à mon visage pâle, au sac de sport serré dans ma main, et son expression passa d'une confusion endormie à une inquiétude sérieuse. Il ne demanda pas ce qui s'était passé. Il ne demanda pas pourquoi j'étais là à minuit. Il s'écarta simplement. La chambre d'amis est ouverte, dit-il, sa voix un grondement bas et réconfortant. Il prit le sac lourd de mes doigts engourdis. Les lits sont faits. Tu as l'air d'avoir besoin d'une bière ou de quelque chose de plus fort. Plus fort, réussis-je à articuler, la gorge serrée. Il hocha la tête, disparaissant dans la cuisine. Je me suis effondré sur son canapé usé, les ressorts gémissants de protestation. Marc revint avec 2 verres et une bouteille de whisky correcte. Il versa 2 doigts dans chacun, m'entendit un et s'assit dans le fauteuil en face de moi. Nous sommes restés assis là pendant longtemps, les seuls sons étant le cliquetis de la glace et le bourdonnement lointain de la circulation. Il n'a pas insisté. Il n'a pas fouillé. Il a juste fourni un sanctuaire silencieux et inébranlable. Sa confiance tacite était la première bouffée d'air dans une pièce où j'étouffais. Il était mon seul allié, le premier citoyen d'un nouveau pays que j'étais maintenant forcé de construire pour moi-même. Allongé dans l'obscurité dans la chambre d'amis de Marc, regardant les motifs inconnus que les lampadaires faisaient sur le plafond, le passé n'était pas seulement un souvenir. C'était une exposition, la preuve de ma propre folie étalée pièce par pièce douloureuse. Tout a commencé il y a 4 ans. J'avais 24 ans et je célébrais une promotion à un poste d'analyste principal dans mon entreprise. Le saut de salaire était important. Je me sentais invincible. J'ai emmené mes parents au restaurant de viande pour fêter ça, un endroit qu'ils adoraient mais se plaignaient toujours d'être trop cher. Cette même semaine, l'appel téléphonique est arrivé. C'était mon père. Sa voix, habituellement si confiante et tonitruante, était un murmure creux. Son entreprise, celle à laquelle il avait consacré toute sa vie d'adulte, avait été rachetée. Son poste de direction de haut niveau avait été éliminé. Son indemnité de départ était décente, mais elle ne durerait pas éternellement. Ne dis pas à ta mère à quel point c'est grave, me supplia-t-il, sa voix se brisant. La honte dans sa voix était un couteau dans mon ventre. L'humiliation, cela l'écraserait. Alors, j'ai accepté, et j'ai fait plus. Je savais que la fierté de mon père ne le laisserait pas demander de l'aide directement, alors j'ai contourné cela. Je me suis connecté à mes services bancaires en ligne, j'ai trouvé le site web de la société hypothécaire et j'ai recherché leur paiement, $3 800 par mois. C'était une fortune, mais j'ai fait le calcul. Je pouvais couvrir cela.
J'ai mis en place un paiement automatique récurrent de mon compte au leur. J'ai dit à mes parents que c'était un prêt sans intérêt pour les aider à réorganiser leurs finances. C'était un mensonge que nous avons tous tacitement accepté de croire. Le prêt n'a plus jamais été mentionné. C'était le premier fil. Bientôt, il y en a eu plus. Mon père a essayé de créer une entreprise de conseil. Elle a échoué de façon spectaculaire. C'est moi qui ai discrètement payé les factures de cartes de crédit qu'il avait accumulées en achetant du matériel de bureau et en emmenant des clients potentiels à des déjeuners chics. J'ai classé la perte de 15 000 $ dans ma tête comme un autre prêt. Puis vint le tour de Jason. Il a été accepté dans une université privée plus connue pour son prestige et ses fêtes que pour ses études. Les frais de scolarité à eux seuls s'élevaient à 45 000 $ par an. Ma mère m'a appelé en pleurant avec un mélange de fierté et de désespoir théâtral. Oh, Alex, c'est son rêve, mais avec l'entreprise de ton père qui ne décolle pas, je ne sais pas comment nous pourrons faire. L'implication était un poids de plomb. J'étais la solution ambulante et parlante de la famille. Alors, je me suis connecté au portail du trésorier de l'université et j'ai mis en place un plan de paiement. Mon salaire finançait maintenant l'avenir de mon frère, un avenir qu'il utiliserait sans doute pour me regarder de haut. C'est devenu une routine silencieuse, un email de maman avec l'objet oups et une facture d'électricité en retard jointe, un texto de Jason, mec, le câble est encore coupé. Tu peux les appeler? Ils t'écoutent. Je suis devenu le concierge de la famille, leur directeur financier, leur concierge invisible nettoyant tous leurs dégâts. J'ai payé les voyages trimestriels de Diana dans un salon haut de gamme de la ville, celui qui coûtait 4 cents $ la visite. J'ai payé le plombier quand les tuyaux ont éclaté. J'ai payé le mécanicien quand la transmission de la voiture de mon père est tombée en panne. Je me disais que j'étais un bon fils, un frère responsable. Mais la vérité, mise à nu dans le silence stérile de la chambre d'amis de Marc, était bien plus laide. Je n'étais pas consciencieux. Je me faisais utiliser. Je n'étais pas un membre de la famille. J'étais une ressource à exploiter. Mon amour et mon salaire étaient indiscernables pour eux. Et maintenant que j'avais été faussement accusé, mon utilité était épuisée. C'était aussi simple que cela. Il ne se contentait pas de se débarrasser d'un fils. Il licenciait un employé qui était soudainement devenu gênant. Juste au moment où je m'enfonçais dans un gouffre d'auto-accusation, mon téléphone vibra avec un appel de ma cousine Émilie. Elle avait 2 ans de moins que moi, mais elle avait une sagesse qui démentait son âge. Elle avait toujours vu la dynamique familiale pour ce qu'elle était. Alex. Oh, Dieu merci, tu as répondu. Sa voix était tremblante, imprégnée de colère. Je viens de quitter leur maison. Je ne peux pas les croire. Je ne leur pardonnerai jamais pour ça. Ce n'est pas ton combat, dis-je, ma voix basse. Bien sûr que si, rétorqua-t-elle, et je pouvais l'imaginer faire les 100 pas dans sa chambre. Ils sont délirants. Je leur ai dit. J'ai dit, Alex vous êtes depuis des années. Et ta mère a eu l'audace de dire, c'est le devoir d'un fils d'aider ses parents. J'avais envie de crier. Elle prit une inspiration. Écoute-moi, Alex. Ce n'est pas nouveau. Tu te souviens quand Jason a emprunté la voiture de grand-père sans permission et a enfoncé l'aile? Qui s'est fait ponctionner son argent de poche pendant 3 mois pour payer la réparation parce que tu étais censé le surveiller? Je me suis souvenu. J'étais à une compétition de natation ce jour-là, à des kilomètres de là. Ou la fois où il a échoué à son examen de chimie et leur a dit que le professeur le détestait. Ils ont appelé le directeur pour se plaindre. Mais quand tu as eu un B+ en calcul au lieu d'un A, ton père t'a sermonné pendant 1 heure pour avoir relâché tes efforts. Ça a toujours été comme ça. Ils ont besoin d'un héros et ils ont besoin d'un bouc émissaire. Tu as juste été casté de façon permanente dans le mauvais rôle. Ces mots étaient comme un tonique revigorant. Elle n'offrait pas seulement de la sympathie. Elle offrait une validation. Elle confirmait que je n'étais pas fou. L'injustice que je ressentais n'était pas seulement dans ma tête. C'était un modèle de comportement dont elle avait été témoin toute sa vie. Merci, Émilie, dis-je, et ma voix était plus forte. Sérieusement, merci. Tout ce dont tu as besoin, Alex. Un endroit où rester, de l'argent, un témoin, tu n'as qu'à m'appeler. Je suis de ton côté à 100%. Nous avons raccroché, et pour la première fois, je ne me suis pas senti complètement seul. J'avais Marc. J'avais Émilie.
Ce n'était pas une famille, mais c'était un début. C'était une base sur laquelle je pouvais construire. Section 2.4. Un soupçon logique qui traînait là. Les mots de ma mère, le devoir d'un fils résonnant dans mes oreilles. Mon cerveau analytique commença à percer la brume émotionnelle. Quelque chose n'allait pas dans l'histoire, profondément, fondamentalement mal. L'accusation était trop dramatique, trop théâtrale. Jason était beaucoup de choses, égoïste, arrogant, paresseux, mais il n'était pas stupide. Me piéger était une décision à haut risque et à faible récompense. Le potentiel de retour de flamme était énorme. Pourquoi ferait-il cela juste pour un moment de satisfaction cruelle? Ça ne collait pas. Puis une pensée plus froide et plus logique fit surface. Il ne s'agissait pas de me blesser. Il s'agissait de se protéger lui-même. Jason était toujours fauché. Il aspirait au style de vie, aux vêtements de marque, aux gadgets coûteux, mais il n'avait aucun revenu. Il était complètement dépendant de l'allocation familiale, qui en réalité provenait de moi. Mais que se passerait-il s'il avait besoin d'une grosse somme d'argent, quelque chose au-delà de ce qu'il pouvait demander? La Rolex. Elle valait au moins 12 000 $. C'était l'actif portable le plus précieux qu'il possédait. La théorie se forma dans mon esprit, froide et tranchante comme un éclat de verre. Il n'avait pas perdu la montre. Il l'avait vendue. L'accusation n'était pas une attaque. C'était une défense. C'était une frappe préventive pour créer une histoire, un méchant avant que quiconque dans la famille, à savoir mes parents, ne commence à se demander où était passé son bien le plus précieux. Il avait besoin d'un bouc émissaire pour couvrir ses traces. C'était une théorie monstrueuse, mais c'était la seule qui avait un sens logique parfait. Elle correspondait à son caractère, à ses motifs, à son désespoir. Une nouvelle forme de détermination s'empara de moi. Il ne s'agissait plus seulement de la trahison émotionnelle. C'était un puzzle, un crime financier en quelque sorte, et j'étais un analyste financier. Trouver la vérité ne consistait plus seulement à blanchir mon nom. Il s'agissait de prouver mon hypothèse. Je disséquerais ce mensonge pièce par pièce jusqu'à ce qu'il ne me reste plus que la vérité froide, dure et vérifiable. Ma famille avait commencé une guerre basée sur un mensonge. J'allais y mettre fin avec les faits. Le lendemain matin, le soleil traçait un rectangle net sur la table de la cuisine de Marc. J'étais assis avec mon ordinateur portable, une tasse de café noir fumant à côté de moi. La colère de la nuit précédente s'était refroidie en un objet solide et lourd dans ma poitrine. Il était temps d'agir. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de conséquences. Il s'agissait de rééquilibrer une équation qui avait été faussée en leur faveur depuis trop longtemps. J'ai ouvert mon navigateur web, mes doigts, qui volaient habituellement sur le clavier pour analyser les données du marché, se sont déplacés avec une précision lente et délibérée. Chaque clic était une déclaration. Tout d'abord, l'hypothèque, la plus importante. J'ai navigué vers le portail sécurisé de ma banque. L'interface bleue et blanche familière, une toile de fond austère pour la tâche à accomplir. J'ai trouvé l'onglet des paiements récurrents. C'était là, maison de la famille Mitchell, 3 800 $, le premier de chaque mois. J'ai pensé à mon père, si fier de cette maison, me donnant des leçons sur l'importance de la propriété. J'ai pensé à ma mère entretenant ses rosiers dans le jardin devant, une image de bonheur suburbain. Tout était une façade, et c'était moi qui payais pour la peinture. Mon doigt plana au-dessus du bouton supprimer. Un éclair de culpabilité, un fantôme d'ancienne loyauté, tenta de m'arrêter. Je l'ai écrasé. Il m'avait jugé, condamné et exilé. Mon devoir était terminé. J'ai cliqué. Êtes-vous sûr de vouloir annuler le paiement programmé, demanda la fenêtre contextuelle. J'ai cliqué sur oui sans hésitation. La ligne, la plus grande chaîne financière qui me liait à eux, disparut. Ensuite, l'avenir de Jason. Je me suis connecté au portail de paiement des frais de scolarité de son université privée. Son numéro d'identification d'étudiant était enregistré dans mon navigateur. La prochaine tranche de ses études à 45 000 $ par an était due dans 2 semaines. J'ai navigué jusqu'à gérer les plans de paiement. Je pouvais voir les informations de mon compte bancaire listées comme source principale. J'ai cliqué sur annuler le plan. Un avertissement clignota à l'écran, l'annulation de ce plan de paiement peut entraîner un blocage du compte de l'étudiant et pourrait affecter le statut d'inscription. Je souris avec amertume. Que ce soit le cas. J'ai confirmé l'annulation.
Jason était sur le point de recevoir une éducation du monde réel sur la cause et l'effet. Puis vint le démantèlement systématique de leur confort quotidien. Le forfait de téléphonie cellulaire familiale. J'étais le titulaire principal du compte pour les 4 lignes. Je me suis connecté et j'ai lancé un transfert de propriété pour leurs 3 numéros. Ils seraient désormais responsables de leurs propres factures. La demande prendrait 24 heures à traiter, après quoi leur service serait suspendu jusqu'à ce qu'ils configurent leur propre paiement. Le forfait câble premium et Internet Gigabit, celui dont Jason avait besoin pour ses jeux en ligne et Vanessa pour son streaming sans fin. J'ai trouvé le numéro de compte sur un ancien email et j'ai lancé une conversation en ligne avec le service client. 10 minutes plus tard, le service était programmé pour être déconnecté à la fin du cycle de facturation. Enfin, les petites dettes insidieuses, la carte de crédit que ma mère utilisait pour ses petits extras. Je me suis connecté, j'ai vu le solde de quelques centaines et je l'ai payé en totalité. C'était le dernier dollar de mon argent qu'il verrait. Ensuite, je me suis retiré en tant que payeur autorisé et j'ai fermé le compte. Quand j'ai eu fini, je me suis penché en arrière sur ma chaise et j'ai fermé l'ordinateur portable. L'appartement était calme, mais dans ma tête, c'était assourdissant. C'était le son des chaînes qui se brisaient, le son de la liberté. Je n'avais rien détruit. J'avais simplement cessé de tout soutenir. Maintenant, je n'avais qu'à attendre et regarder ça tomber. Le premier tremblement de terre a frappé 9 jours plus tard. Il a commencé comme je m'y attendais dans la sphère d'influence de Jason. Un texto d'un numéro que je ne reconnaissais pas, « Yo, Alex, j'ai dit de te contacter. Internet est coupé. Il en a besoin pour un projet scolaire. Répare ça. » Un projet scolaire? Le mensonge était si paresseux qu'il était presque insultant. J'ai supprimé le message et bloqué le numéro. 1 heure plus tard, un numéro différent, un ami différent, « Mec, qu'est-ce qui se passe avec le Wi-Fi? Vanessa est en crise. Elle dit qu'elle perd des abonnés. » J'ai imaginé sa panique, son monde parfaitement organisé coupé de sa source de validation. Une petite partie froide de moi a apprécié l'image. J'ai bloqué ce numéro aussi. Le lendemain, le premier message vocal de mon père est apparu. Sa voix était imprégnée d'une désinvolture forcée qui puait l'anxiété. « Alex, c'est ton père. J'appelle juste pour, prendre de tes nouvelles. Nous avons reçu un message automatisé étrange de la société hypothécaire. Quelque chose à propos d'un paiement en retard. C'est évidemment une erreur de leur part, un problème informatique, mais je me suis dit que tu pourrais les appeler et régler ça. Tu sais à quel point ces gens peuvent être incompétents. Rappelle-moi. Un problème informatique? Le déni était stupéfiant. Il ne pouvait même pas concevoir un monde où je ne gérais pas discrètement les choses. J'ai enregistré le message vocal. C'était la pièce à conviction A. Puis Jason lui-même a envoyé un texto, son arrogance habituelle remplacée par une fureur pure. Mon téléphone est coupé. Mon téléphone. Qu'est-ce que tu as fait? Je dois utiliser le Wi-Fi pour envoyer ça. L'ironie était magnifique. J'ai tapé ma seule et unique réponse. Je n'ai rien fait, Jason. J'ai juste arrêté de tout faire. Sa réponse était une chaîne de rage incohérente et mal orthographiée. Je l'ai lu une fois, j'ai savouré la panique, puis j'ai bloqué son numéro. Les tremblements de terre devenaient plus forts. Je me suis concentré sur mon travail, canalisant l'énergie turbulente vers la productivité. Je suis resté tard, j'ai accepté un projet supplémentaire et je me suis plongé dans des analyses de marché complexes qui nécessitaient toute ma concentration. Mon travail était propre, précis et logique. C'était le contraire complet du chaos émotionnel de ma famille. Mon patron, Monsieur Landon, un homme vif qui ne manquait rien, l'a commenté lors d'une réunion d'équipe. « Alex, tes dernières projections sont parfaites. Quoi que tu fasses, continue. » Je construisais une nouvelle réputation, une réputation basée sur mon propre mérite. Loin des titres de fils et de frère, la forteresse de ma nouvelle vie se construisait, brique par brique, et le bruit du monde extérieur commençait à s'estomper. Le tremblement de terre a frappé le jour 14. Il est arrivé sous la forme de ma mère, Diana, sur le pas de la porte de Marc. Je venais de rentrer d'une longue journée de travail. Les coups frappés à la porte n'étaient pas un coup poli. C'était une convocation frénétique et exigeante. Marc et moi avons échangé un regard entendu. « C'est le moment du spectacle, murmura-t-il,
sortant son téléphone et appuyant discrètement sur le bouton d'enregistrement depuis la cuisine. J'ai ouvert la porte. Ma mère était là, un portrait de détresse fabriqué. Son manteau de marque était impeccable, ses cheveux parfaitement coiffés, mais ses yeux étaient grands ouverts avec une panique désespérée et théâtrale. Elle me dépassa d'un pas rapide dans l'appartement, ignorant complètement Marc. « Alex, Dieu merci. » J'ai appelé et appelé. « J'étais tellement inquiète qu'il t'arrive quelque chose, commença-t-elle, sa voix tremblant. « Tu sais pourquoi je n'ai pas répondu, dis-je, ma voix aussi plate et dure que possible. »« Que veux-tu, Diana ?» Son visage se décomposa, des larmes montèrent à ses yeux. C'était une performance que j'avais vue une centaine de fois, généralement déployée pour obtenir ce qu'elle voulait. « Que veux-je » chuchota-t-elle, tendant la main vers mon bras. J'ai sursauté. « Je veux que ma famille se réunisse. Je veux que tu arrêtes ça. Il ne s'agit pas de nous, Alex. Il s'agit de ton père. Sa santé. Il a un cœur faible. Tu le sais. Le stress de tout ça le tue. » C'était là, le classique chantage affectif. Ce n'était pas sa faute, ni celle de Jason, ni celle de mon père. C'était la mienne, ma faute d'avoir réagi à leur cruauté, ma faute de ne pas avoir accepté silencieusement mon rôle de bouc émissaire familial et de guichet automatique. « Laisse-moi bien comprendre, dis-je, ma voix dangereusement calme. Le stress que son fils soit faussement accusé et chassé de sa maison n'a pas affecté sa santé, mais le stress de devoir payer sa propre hypothèque, c'est ça qui va le tuer. »« Tu déformes mes mots, » cria-t-elle, les larmes coulant maintenant librement. « Nous t'avons tout donné. Nous avons tellement sacrifié pour toi et ton frère. » Je laissai échapper un rire court et amer. « Sacrifié ? Que as-tu sacrifié, maman ? Vos sacrifices avaient un prix, et mon salaire était celui qui payait pour ça. Vous n'avez pas sacrifié, vous avez dépensé, et j'ai payé. C'était notre arrangement. Mais le marché est terminé. » Ses larmes disparurent comme avec un interrupteur. La mère douce et blessée avait disparu, remplacée par une fureur froide et venimeuse. La vraie Diana. Tu es un enfant ingrat et égoïste. Après tout ce que nous avons fait pour toi, penser que tu nous abandonnerais à cause d'un malentendu. Un malentendu, rétorquai-je, ma propre colère finissant par éclater. Vous m'avez traité de voleur devant toute notre famille et vous m'avez jeté à la rue. Ce n'est pas un malentendu. C'est un choix. Et mes choix à partir de maintenant sont les miens. Maintenant, s'il te plaît, sors de l'appartement de mon ami. Elle me regarda sans voix. La réalisation que ces vieilles tactiques, ses larmes et sa culpabilité n'avaient plus de pouvoir sur moi commençait à se faire jour sur son visage. C'était comme regarder une reine réaliser que ses sujets ne la craignaient plus. Elle se tourna, le dos raidi par l'indignation, et sortit en trombe, claquant la porte si fort qu'une photo sur le mur de Marc trembla. Marc a arrêté l'enregistrement, un sifflement grave s'échappant de ses lèvres. Mec, c'était intense. Je me suis appuyé contre la porte, mon corps tremblant d'adrénaline. La guerre était loin d'être terminée, mais je venais de gagner une bataille importante. J'avais repris mon pouvoir, et maintenant j'allais l'utiliser pour découvrir la vérité. La confrontation avec ma mère était la confirmation finale. Ma théorie sur la vente de la montre par Jason n'était plus seulement une possibilité. C'était la seule explication logique. Se justifier dans une dispute était une chose, mais ce n'était pas suffisant. J'avais besoin d'une preuve irréfutable, d'une chaîne de preuves si solide qu'elle démolirait tout leur récit de mensonges. Il était temps de cesser d'être la victime et de commencer à être l'analyste. Ma mission a commencé avec un seul point de données, la Rolex elle-même. Je savais qu'il y a des années, dans un accès de ferveur organisationnelle, j'avais numérisé tous les documents importants de notre famille, y compris les polices d'assurance. Je me suis dit que c'était pour la préparation aux situations d'urgence, mais maintenant c'était pour la guerre. J'ai passé une soirée entière sur mon ordinateur portable, à passer au crible des années de fouillis numériques sur mon disque cloud. Finalement, dans un dossier intitulé « Administration de la maison », je l'ai trouvé, Home Insurance 2019.pdf. J'ai retenu mon souffle en ouvrant le fichier. J'ai fait défiler le texte légal standard jusqu'à la liste des biens personnels de valeur. Et c'était là, dans la section des bijoux pour hommes, Rolex Oyster Perpetual, modèle 11600. Mes yeux se sont portés sur la droite. Numéro de série G78B4520. J'ai écrit le numéro sur un post-it neuf et je l'ai placé dans le coin de mon écran.
C'était mon saint Graal. Maintenant, place à la chasse. J'ai créé une nouvelle feuille de calcul, mon habitat naturel. Colonne A, nom du marché. Colonne B, URL. Colonne C, terme de recherche. Colonne D, notes. J'ai listé toutes les plateformes auxquelles je pouvais penser, eBay, Chrono24, The Real Real, les forums de montres de luxe, même Facebook Marketplace et Craigslist. La tâche était monumentale, comme chercher un seul grain de sable sur toutes les plages du monde. Ma vie est tombée dans un nouveau rythme. Je travaillais une journée complète et exigeante à l'entreprise, je rentrais à l'appartement de Marc, je prenais un dîner rapide, puis j'ouvrais mon ordinateur portable. Mes soirées se passaient dans les tranchées numériques, à comparer les annonces, à zoomer sur les photos floues et à documenter méticuleusement ma recherche. Les premiers jours ont été une corvée frustrante. J'ai trouvé des dizaines de montres du même modèle, mais aucune avec le bon numéro de série, ou la plupart n'avaient aucun numéro de série indiqué. Marc rentrait de son studio de design et me trouvait les yeux rougis, le dos courbé sur l'écran. Rien, demandait-il. Juste une nouvelle appréciation pour le nombre de personnes qui essaient de vendre des montres ridiculement chères en ligne, répondais-je, me frottant les yeux fatigués. Une semaine après le début de la recherche, j'ai eu ma première fausse alerte. Une annonce sur eBay d'un vendeur dans l'Ohio. Le modèle était correct. Les photos étaient claires, mais le numéro de série n'était pas visible. Mon cœur battait à tout rompre alors que je rédigeais un message poli. Bonjour, je suis très intéressé par ce garde-temps. Pourriez-vous éventuellement me fournir le numéro de série? J'essaie d'en trouver un d'une année de production spécifique. Merci. J'ai attendu 2 heures angoissantes avant qu'une réponse n'arrive. Il a envoyé le numéro. Il commençait par un F. Mes espoirs se sont effondrés. C'était une impasse. La frustration était immense, un goût amer dans ma bouche. Pendant un moment, j'ai envisagé d'abandonner. Peut-être que Jason était plus intelligent que je ne le pensais. Peut-être l'avait-il vendu au noir pour de l'argent, dans une combine impossible à remonter. Le doute commençait à s'insinuer, murmurant que je perdais mon temps, que je devrais passer à autre chose. J'ai presque fermé le tableur, mais j'ai alors regardé le post-it sur mon écran, G78B 4520. C'était un fait. C'était la vérité dans un monde de mensonges. J'ai pris une profonde inspiration, ouvert un nouvel onglet et suis retourné à ma liste. Je ne les laisserai pas gagner. La percée est survenue un mardi soir, près de 2 semaines après le début de ma recherche obsessionnelle. J'étais sur mon dernier forum de la soirée, un site de niche pour collectionneurs de montres vintage appelé Hérologie Aven. J'étais sur le point d'abandonner quand une nouvelle annonce postée seulement 3 heures plus tôt a attiré mon attention, VDS Rolex OP 1600 Vintage. Excellent état. Le nom d'utilisateur du vendeur était générique, OHG88. Mon pouce est accéléré. Les photos étaient un peu granuleuses, prises avec un appareil photo de téléphone, mais la montre était reconnaissable entre mille. J'ai parcouru l'annonce et les commentaires. Mes yeux se sont posés sur un commentaire d'un autre utilisateur, pouvez-vous poster une photo plus nette du fond du boîtier? Je veux vérifier l'usure du polissage. Et en dessous, une réponse de OHG88, bien sûr. Voici. Il avait joint une nouvelle photo haute résolution. Mes mains tremblaient lorsque j'ai téléchargé l'image et l'ai ouverte dans une visionneuse de photos. J'ai zoomé, améliorant les pixels jusqu'à ce que l'image soit une mosaïque de carrés, mais la gravure était là, indubitable, G78B 4520. J'ai bondi de ma chaise, un cri étranglé s'échappant de mes lèvres. Marc est sorti en courant de sa chambre. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je l'ai trouvé, ai-je murmuré, en pointant l'écran. J'ai trouvé cette putain de montre. Mais à mesure que la vague initiale d'adrénaline retombait, mon cerveau d'analyste a repris le dessus. J'ai regardé de plus près la photo. La montre reposait sur un bureau. En arrière-plan, partiellement flou, il y avait une affiche punaisée au mur. C'était une affiche graphique sombre pour un groupe de métal, Serpent Esquisse. C'était un groupe terrible, mais j'ai reconnu l'affiche instantanément. C'était la même qui ornait le mur du meilleur ami de Jason, Kevin, dans tous ses messages sur les réseaux sociaux. Mon Dieu, il n'était pas seulement négligent. C'était un idiot. Il avait demandé à son ami de la vendre pour lui. Je le tenais, mais une capture d'écran ne suffisait pas. Je devais le relier au crime par une conversation. Je devais tendre un piège.
J'ai passé l'heure suivante à créer une toute nouvelle identité numérique, un nouveau compte de messagerie avec un nom banal, david.personne78@gmail.com, un nouveau profil sur Aérologie Aven, mon nom d'utilisateur Sirius Guyet 22. Ma photo de profil était une photo d'archive d'un coucher de soleil générique. J'ai rédigé mon message d'introduction avec le soin d'un chirurgien. À WatchGuy88, objet, question concernant votre annonce Rolex OP 1600. Bonjour, j'ai vu votre annonce sur le forum. C'est une magnifique pièce d'horlogerie, le modèle exact que possédait mon père. Je suis extrêmement intéressé par son achat. Je me demandais si vous pouviez me rendre un petit service? Pourriez-vous prendre une courte vidéo de la montre juste pour que je puisse voir l'aiguille des secondes balayer en douceur? J'ai déjà eu des problèmes avec des contrefaçons. De plus, je sais que c'est peu probable, mais avez-vous la boîte et les papiers d'origine? Je suis un acheteur sérieux et prêt à satisfaire votre prix demandé. Merci pour votre temps. La demande était un piège à plusieurs facettes. La vidéo prouverait la possession physique. La question sur la boîte et les papiers, dont je savais qu'ils n'existaient pas pour un héritage familial, était conçue pour susciter un type de mensonge spécifique. J'ai cliqué sur envoyer et j'ai regardé l'écran, mon cœur battant un rythme effréné contre mes côtes. Moins d'une heure plus tard, une notification est apparue, un nouveau message de WatchGuy88. De WatchGuy88, objet, question concernant votre annonce Rolex OP 1600. Salut David, merci de votre intérêt. C'est une montre fantastique, elle garde parfaitement l'heure. Pas de problème pour la vidéo. Je peux vous faire ça demain. Et désolé, pas de boîte ni de papier avec celle-ci. C'était une pièce d'héritage. Faites-moi savoir si vous êtes toujours intéressé après avoir vu la vidéo. Une pièce d'héritage. Le culot, l'audace a coupé le souffle du mensonge. Il utilisait une excuse sentimentale pour vendre le symbole même de son propre héritage. L'après-midi suivant, le fichier vidéo a atterri dans ma boîte de réception. Il durait 15 secondes, était tremblant et mal éclairé, mais c'était tout ce dont j'avais besoin. Il montrait la montre qui tic-taquait sur le bureau avec le coin de l'affiche du groupe Serpent esquisse visible en arrière-plan. La main de Kevin la retourna pour montrer le fond du boîtier. Et pendant un bref instant, j'ai entendu une voix en arrière-plan, étouffée mais distincte. « Mec, dépêche-toi. Vanessa me rappelle. » La voix de Jason. J'ai enregistré la vidéo. J'ai enregistré les emails. J'ai pris des captures d'écran impeccables et horodatées de tout l'échange. J'ai compilé le tout dans un dossier sur mon bureau et l'ai intitulé « La vérité ». La chasse était terminée. Les preuves étaient sécurisées. Le piège était prêt à se refermer. Il ne restait plus qu'à convoquer la proie. Pendant 2 jours entiers, le dossier intitulé « La vérité » est resté sur mon bureau, une poudrière numérique. J'ai résisté à l'envie de l'envoyer immédiatement par email à mes parents avec un triomphal « Je vous l'avais dit ». Ce serait trop facile. Cela leur permettrait de contrôler le récit, d'inventer de nouveaux mensonges dans l'intimité de leur propre maison. Non, cela exigeait une performance, un acte final dans le théâtre de la cruauté qu'ils avaient construit. Il devait être en direct. Il devait se dérouler sur leur scène. Avec une respiration profonde qui n'a pas réussi à calmer les battements effrénés de mon cœur, j'ai pris mon téléphone et composé le numéro de mon père. Le son du téléphone qui sonnait à mon oreille était comme un compte à rebours. Il a répondu à la 2e sonnerie, sa voix prudente, méfiante. « Alex ? » ?»« Salut, papa, ai-je dit, mon ton répété, pas en colère, pas accusateur. Je visais un ton las, abattu et contrit. Je pense que nous devons parler. » Je pouvais pratiquement entendre les engrenages tourner dans sa tête. « Parler de quoi ?» a-t-il demandé, sa voix teintée de suspicion. « De tout, ai-je dit, laissant échapper un soupir. Toute cette situation, ça dure depuis assez longtemps. J'ai beaucoup réfléchi. J'ai fait une pause, laissant traîner l'appât. Peut-être que j'ai réagi de manière excessive. Peut-être qu'il y a un moyen de réparer ça. J'aimerais venir demain soir pour parler avec toi, maman et Jason, nous tous. Nous devons régler ça en famille. Je leur offrais exactement ce dont leur ego avait soif, ma capitulation, mon retour en tant que fils prodigue, prêt à implorer le pardon. Il y a eu un long silence à son bout du fil. Je pouvais entendre le son étouffé de sa main recouvrant le récepteur alors qu'il s'entretenait avec ma mère. Je pouvais distinguer de faibles murmures excités, il dit qu'il veut parler,
arranger les choses. Il revient enfin à la raison. Il est revenu à la ligne, sa voix transformée. Elle était maintenant dégoulinante d'une épaisse couche sirupeuse de chaleur condescendante qui me donnait la chair de poule. Bien sûr, mon fils. Bien sûr. Ta mère et moi aimerions beaucoup ça. Nous savions que tu finirais par faire la bonne chose. Nous sommes ta famille, Alex. Nous t'accueillerons toujours à la maison. La maison. Le mot était d'une ironie amère. Que diriez-vous de demain soir, ai-je dit. 19h, nous serons là, a-t-il dit, la satisfaction suffisante débordant pratiquement à travers le téléphone. Nous aurons le dîner qui vous attend. J'ai raccroché, la main tremblante. La scène était prête. Les acteurs avaient été convoqués. J'ai passé le reste de la nuit à organiser méticuleusement mes preuves sur une clé USB. J'ai créé une présentation simple et claire, pas de fioritures, juste l'effet brut et froid. Le lendemain au travail a été un exercice de pure volonté. J'ai assisté à des réunions, répondu à des emails et exécuté des modèles financiers, tout en ressentant un courant d'anticipation à haute fréquence qui vibrait dans mes veines. Quand j'ai raconté mon plan à Marc ce soir-là, il a juste secoué la tête avec admiration. Tu vas vraiment dans la gueule du loup, hein? Je dois le faire, ai-je dit, en glissant la petite clé USB dans ma poche. Elle était aussi lourde qu'une brique. Ils ont commencé ça dans leur salon. Je vais y mettre fin là-bas. Remonter l'allée familière me semblait surréaliste. Les rosiers dont ma mère était si fière étaient soigneusement taillés. Un paillasson de bienvenue était posé devant la porte. C'était une image parfaite de tranquillité domestique, un mensonge total. J'ai sonné à la porte. Ma mère a ouvert, son visage un masque soigneusement composé d'une matriarche douce et indulgente. Alex, entre, mon chéri. Nous étions si inquiets. Ils étaient tous réunis dans le salon, un tribunal prêt à rendre un jugement définitif. Mon père était assis dans son fauteuil en cuir à haut dossier, le trône d'où il dispensait sa sagesse et sa déception. Jason était affalé sur le canapé, faisant défiler son téléphone avec un air d'ennui profond, comme si ma présence était une corvée irritante. Et à côté de lui, à ma grande surprise et à mon grand plaisir, se trouvait Vanessa, son expression un parfait reflet de l'indifférence suffisante de Jason. C'était mieux que ce que j'avais espéré, un public plus large pour l'acte final. Merci de me recevoir, ai-je dit, en restant debout au centre de la pièce. Je n'allais pas m'installer confortablement. Je n'étais pas un invité. J'étais un agent de conséquence. Nous sommes ta famille, Alex, a dit mon père, sa voix magnanime. Nous attendions juste que tu reviennes à la raison et que tu reconnaisses ce que tu as fait. Il faut un grand homme pour admettre quand il a tort. Vraiment, ai-je demandé, ma voix dangereusement douce. Parce que je pense qu'il faut un homme encore plus grand pour dire la vérité. Jason a ricané sans lever les yeux de son téléphone. On recommence. Excuse-toi juste pour qu'on puisse passer à autre chose et trouver comment tu vas payer ma montre volée. C'était ça. L'ouverture parfaite. Tu as raison, Jason, ai-je dit, et toutes les têtes dans la pièce se sont tournées vers moi à mon ton agréable. Parlons de ta montre. Je me suis calmement approché de leur toute nouvelle télévision intelligente de 65 pouces, celle dont je savais pertinemment qu'ils n'avaient pas les moyens de s'offrir. J'ai sorti la clé USB de ma poche. J'ai fait quelques recherches, ai-je dit, dos à eux pendant que je branchais la clé dans un port latéral. C'est ce que je fais dans la vie. Je trouve des schémas dans les données. Je pouvais sentir leur regard collectif sur mon dos, un mélange d'impatience et de condescendance. À l'aide de la télécommande, j'ai navigué jusqu'à l'entrée USB. L'écran a clignoté, puis a affiché le contenu de la clé, un seul fichier nommé « Présentation ». Et les données dans ce cas, ai-je dit, en me tournant vers eux, sont très intéressantes. J'ai cliqué sur Lecture. La première image a rempli l'écran, une capture d'écran nette et claire de l'annonce du forum Aérologie Aven. La Rolex brillant sous une lampe de bureau. C'est quoi ces bêtises, a exigé ma mère, sa voix tranchante. C'est, ai-je expliqué, ma voix calme et claire, une annonce de vente d'une Rolex Oyster Perpetual, modèle 1600. Elle a été postée en ligne il y a 2 semaines. Le prix demandé était de $10 000. J'ai cliqué sur la télécommande. L'image suivante est apparue, un gros plan serré du fond du boîtier de la montre. Le numéro de série, G78B4520, agrandi et encerclé en rouge. Et c'est le numéro de série de la montre.
Papa, tu te souviendras quand j'ai mis en place la police d'assurance habitation pour toi il y a des années. J'ai insisté pour que nous documentions les numéros de série de tous les objets de valeur. J'ai sorti cette police. Ce numéro correspond à 100%. Le sourire condescendant de mon père a vacillé. Il s'est penché en avant sur sa chaise, plissant les yeux vers l'écran. Jason avait cessé de s'affaler. Il était assis bien droit, son visage perdant lentement sa couleur. C'est une coïncidence, a balbutié ma mère, mais sa voix manquait de conviction. Ça doit l'être. C'est ce que je pensais aussi, ai-je dit avec complaisance, jusqu'à ce que je regarde les autres photos du vendeur. J'ai cliqué à nouveau. La diapositive suivante montrait la photo de la montre sur le bureau avec l'affiche du groupe Serpent Esquisse visible en arrière-plan. À côté, j'ai placé une capture d'écran de la page Instagram de Kevin, lui dans sa chambre avec exactement la même affiche sur le mur derrière lui. Le vendeur est un utilisateur nommé WatchGuy88, mais l'affiche en arrière-plan de sa photo est identique à celle dans la chambre de ton meilleur ami, Kevin. Quelle drôle de coïncidence, n'est-ce pas, Jason? Jason s'est levé d'un bond, son visage maintenant un masque de panique pure. C'est dingue. Tu as truqué ça. Tu es un psychopathe. Vraiment, ai-je dit, ma voix baissant. Alors peut-être que tu peux expliquer ça. J'ai cliqué une dernière fois. Le fichier vidéo a commencé à être diffusé. Le clip tremblant de 15 secondes a rempli l'écran, la montre, le bureau, l'affiche, puis l'audio, étouffé mais parfaitement clair dans la pièce silencieuse. Mec, dépêche-toi. Vanessa me rappelle. La voix de Jason, ces mots, son crime diffusé en boucle dans le salon de ses parents. Le silence qui a suivi était une chose physique. C'était le son d'un univers qui s'effondrait. Vanessa a regardé Jason, sa bouche parfaitement maquillée ouverte dans un gros silencieux d'horreur. Elle avait l'air d'avoir vu un monstre révéler son vrai visage. Ma mère regardait Jason, ses mains recouvrant sa bouche, ses yeux grands ouverts avec une compréhension naissante et écœurante. Mon père avait l'air d'avoir vieilli de 20 ans en 20 secondes. Son visage était gris, flasque et complètement dévasté. Jason est resté figé pendant un instant. Puis il a tourné la tête vers moi, ses yeux sauvages et implorants. Alex, Tu l'as vendu, ai-je dit, ma voix coupant le silence comme un couteau. La question était une affirmation, un verdict final accablant. Tu as vendu la montre de grand-père parce que tu avais besoin d'argent, et tu étais trop lâche pour l'admettre, alors tu m'as piégé. Tu les as laissés me jeter dehors. Tu m'as traité de voleur. Tu as détruit notre famille, tout ça pour couvrir ton pathétique et avide petit mensonge. Il ne l'a pas nié. Il ne le pouvait pas. Il a juste émis un son étouffé et haletant et s'est effondré sur le canapé, enfouissant son visage dans ses mains. Un sanglot profond et déchirant a traversé son corps. Le son était laid, pathétique, et c'était le son le plus doux que j'ai jamais entendu. C'était le son de la vérité, se frayant enfin un chemin vers la lumière. Dans le silence assourdissant qui a suivi la confession de Jason, Vanessa a été la première à briser le charme. Elle s'est levée, son mouvement raide et robotique. Elle a ramassé son sac à main de marque, a jeté un dernier regard à la silhouette sanglotante de son petit ami sur le canapé, et son expression s'est durcie en un masque de dégoût pur et sans mélange. Ne me contacte plus jamais, jamais, a-t-elle dit, sa voix un poignard de glace. Elle n'a pas jeté un regard à mes parents. Elle s'est juste retournée et est sortie par la porte d'entrée, le clic décisif de sa fermeture faisant écho à la finalité d'une guillotine. Une partie du monde soigneusement construit de Jason venait d'être anéantie. J'ai regardé la forme pathétique et tremblante de Jason et mes parents. Ma mère pleurait maintenant ouvertement, pas les larmes manipulatrices d'avant, mais les larmes laides et tachées d'un véritable choc et d'une véritable honte. Mon père n'avait pas bougé. Il fixait simplement l'écran de télévision vierge, son visage cendré. Le fier patriarche, le roi de son château, avait l'air d'une coquille évidée. Ils avaient été les architectes de ma chute, les juges de mon procès, et maintenant ils n'étaient plus que deux personnes brisées assises dans l'épave du monde qu'ils avaient construit sur des mensonges. Un sentiment étrange m'a envahi. Je m'attendais à me sentir triomphant, extatique, mais je ne le sentais pas. Je me sentais juste vide. Le feu de ma colère s'était éteint, laissant derrière lui un paysage froid et désolé. J'avais gagné. J'avais prouvé mon innocence de la manière la plus dramatique imaginable, mais ce faisant, le dernier espoir persistant que j'avais une vraie famille s'était éteint à jamais.
Je n'avais pas seulement perdu l'illusion de leur amour. J'avais été obligé de la tuer moi-même. Sans un autre mot, je me suis retourné et suis sorti de la maison. Je n'ai pas claqué la porte. Je l'ai juste refermée doucement derrière moi. Il n'y avait plus rien à dire. Le trajet de retour chez Marc était flou. L'adrénaline qui avait circulé dans mes veines pendant 48 heures s'est dissipée, me laissant épuisé et vidé. Je suis entré dans l'appartement et Marc m'attendait sur le canapé. Alors, a-t-il demandé, sa voix douce. C'est fini, ai-je dit, en m'effondrant dans le fauteuil. Il a avoué. Ils savent tout. Comment tu te sens? J'ai réfléchi un instant. Comme si je venais de terminer un marathon auquel je ne m'étais jamais inscrit. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment. Je savais que mon ancienne vie était belle et bien terminée. Je ne pouvais pas revenir en arrière, mais je ne pouvais pas non plus rester ici dans ces limbes. Il était temps de construire quelque chose de nouveau, quelque chose qui m'appartienne de A à Z. La première étape, la plus pratique, était ma propre indépendance. J'avais besoin de mon propre logement. Pour cela, j'avais besoin d'un prêt hypothécaire, et pour obtenir un prêt hypothécaire, j'avais besoin d'une situation financière irréprochable. Il était temps de faire pour moi ce que je faisais pour mes clients tous les jours, un audit financier complet. Je devais démêler tous les fils qui me reliaient aux finances de ma famille afin de m'assurer qu'aucune de leurs dettes ne puisse plus jamais me toucher. Le week-end suivant a été une plongée profonde dans mon propre passé. J'ai sorti mes rapports de crédit. J'ai épluché des années de relevés bancaires. J'ai rassemblé tous les documents numériques que j'avais concernant mes finances. Je cherchais des bouts de ficelle, des accords de cosignature oubliés, n'importe quoi. Alors que je passais en revue un dossier principal de documents numérisés que j'avais créé il y a des années, un sous-dossier intitulé Succession-Bamami a attiré mon attention. Ma grand-mère du côté de ma mère était décédée quand j'avais 10 ans. Je me souvenais à peine d'elle, juste une vague impression d'une femme gentille avec un doux sourire. La curiosité piquait. J'ai ouvert le fichier principal. J'ai commencé à parcourir le langage juridique dense. La plupart étaient standards, sa maison à ma mère et à sa sœur Rachel, avec qui elle était brouillée, ses bijoux à partager entre elles. Mais ensuite, à la page 4, un paragraphe m'a glacé le sang. Il détaillait la création d'une fiducie testamentaire. Elle devait être financée par une part importante de son portefeuille d'actions et était désignée pour un seul bénéficiaire, mon premier petit-fils, à lui être versé lorsqu'il atteindra l'âge de 25 ans. Mon premier petit-fils. C'était moi. J'ai relu le paragraphe, puis une troisième fois. Mon cœur battait la chamade. Une fiducie. J'avais 28 ans. Mon 25e anniversaire était arrivé et reparti il y a 3 ans sans que personne n'en souffle mot. Le testament désignait l'exécuteur testamentaire, l'homme chargé de s'assurer que ses souhaits soient respectés, Monsieur Robert Harrington, ESQ. Une recherche frénétique sur Google a confirmé qu'il était toujours vivant, un avocat spécialisé en succession à la retraite vivant dans une ville à 1 heure de route. Mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à composer son numéro. J'avais l'impression d'être au bord d'une falaise, sur le point de regarder dans un gouffre de tromperie bien plus profond que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Monsieur Harrington avait une voix douce, de grand-père au téléphone. Quand je lui ai expliqué que j'étais le petit-fils de Rose Mitchell et que j'avais des questions sur son testament, il a accepté de me voir l'après-midi suivant. Son bureau à domicile était un sanctuaire de dignité à l'ancienne, rempli du parfum de papier vieilli et de cire de citron. Il était assis derrière un grand bureau en acajou, ses yeux doux et intelligents m'étudiant par-dessus ses lunettes de lecture alors que je lui racontais mon histoire. Je ne lui ai pas parlé de Jason ni de la montre. Je lui ai simplement dit que j'avais récemment découvert le testament de ma grand-mère et une clause concernant une fiducie dont je ne savais rien. Je lui ai remis la copie imprimée. Il a lu la clause et un soupir profond hélas s'est échappé de ses lèvres. Il a enlevé ses lunettes et a frotté l'arête de son nez, son expression assombrie par un profond regret professionnel. Je me souviens très bien de cette fiducie, a-t-il dit, sa voix douce. Votre grand-mère était très précise à ce sujet. Elle craignait que vos parents ne soient, disons, frivoles avec leurs finances. Elle voulait s'assurer que vous ayez un bon départ dans votre vie d'adulte, indépendamment d'eux. Je n'en ai jamais entendu parler, Monsieur Harrington, ai-je dit, ma voix tendue. Mon 25e anniversaire est arrivé et reparti il y a 3 ans. Il m'a regardé droit dans les yeux, et j'ai pu y voir une sincère tristesse. Alex, en tant qu'exécuteur testamentaire et fiduciaire,
j'étais légalement obligé de vous contacter le jour de votre 25e anniversaire, et je l'ai fait. Ou plutôt, j'ai contacté vos parents pour obtenir votre adresse et vos coordonnées actuelles, car vous étiez à l'université à l'époque. Il a fait une pause, choisissant ses mots avec soin. Ils ont répondu. Ils m'ont raconté une histoire assez convaincante. Quel genre d'histoire, ai-je demandé, mon estomac se nouant en un œuf froid. Ils m'ont dit que vous aviez des problèmes personnels importants, a-t-il dit, les mots lourds d'excuses. Ils ont dit que vous étiez tombé dans une mauvaise fréquentation, que vous aviez développé un problème de jeu et que vous étiez déjà très endetté. Ils ont affirmé que vous donner une grosse somme d'argent à ce moment-là serait la pire chose possible pour vous. Ils ont dit que cela ruinerait votre vie. L'audace de la chose m'a coupé le souffle. Ils m'avaient dépeint comme un dégénéré pour voler mon héritage. Ils m'ont supplié, a-t-il poursuivi, pour votre propre protection, de leur permettre de continuer à gérer la fiducie en votre nom, de vous donner de petites sommes au besoin afin que vous ne gaspilliez pas tout. En tant que fiduciaire, j'avais le devoir fiduciaire d'agir dans votre intérêt supérieur. Sur la base des informations, des fausses informations qu'ils ont fournies, j'ai pris une décision. Je vois maintenant que c'était une grave erreur. J'ai été manipulé, et pour cela, je suis profondément désolé. Je me suis senti étourdi, la pièce basculant légèrement. C'était tellement pire que ce que je pensais. Ce n'était pas une trahison récente. C'était une conspiration qui avait duré toute ma vie d'adulte. Combien, ai-je murmuré. C'était combien? Votre grand-mère a initialement financé la fiducie avec un portefeuille d'actions évalué à 85 000 $. Il s'est tourné vers son ordinateur, ses doigts volant sur le clavier. Après 2 décennies de croissance du marché et de dividendes composés, et en soustrayant les frais de gestion et de distribution que vos parents ont facturés à la fiducie pour leur service. Il a arrêté de taper, un regard sombre sur son visage. À la clôture du marché ce matin, la valeur actuelle de la fiducie est de 95 427 $. 95 000 $. Alors que je vidais mon salaire pour payer leur prêt hypothécaire, ils étaient assis sur près de 100 000 $ de mon argent, argent que ma grand-mère avait laissé spécifiquement pour moi. Je me suis adossé à ma chaise, un seul rire rauque s'échappant de mes lèvres. Ils ne m'ont pas seulement traité de voleur, monsieur Harrington, ai-je dit, ma voix tremblant d'une nouvelle rage arctique. Ils ont été les voleurs depuis le début. Oui, ils l'ont été, a-t-il dit, sa voix ferme. Et leurs actions constituent un grave manquement à leur devoir fiduciaire, sans parler d'une fraude pure et simple. Alex, je sors de ma retraite pour cette affaire. Nous déposerons les requêtes judiciaires nécessaires pour que la fiducie soit immédiatement transférée à votre seul contrôle, et nous veillerons à ce que vous récupériez chaque centime qu'ils ont détourné en frais. Je le ferai à titre gracieux. C'est le moins que je puisse faire pour réparer un tort que j'ai involontairement permis. Je suis sorti de ce bureau sous le soleil éclatant de l'après-midi, mais je ne voyais pas le monde autour de moi. Je voyais mon avenir, un avenir qui était enfin vraiment le mien. Ils avaient essayé de m'enterrer, mais ils n'avaient pas réalisé qu'ils avaient planté une graine. Et avec cet héritage, cette graine était sur le point d'être très bien fertilisée. 1 an plus tard, l'homme qui me regardait depuis le reflet de la fenêtre du sol au plafond n'était pas le même homme qui avait été exilé de sa maison familiale il y a 1 an. Cet homme avait disparu, brûlé dans un creuset de trahison et reconstruit à partir des cendres. Je vivais au 25e étage d'un immeuble moderne et élégant au cœur de la ville. Désormais, mon appartement était mon sanctuaire, un espace minimaliste aux lignes épurées, aux couleurs discrètes et à un sens de l'ordre presque obsessionnel. Il n'y avait pas d'encombrement, pas de fantômes, juste une vue panoramique sur les toits de la ville, un rappel constant du chemin parcouru. L'héritage de 95 000 $ était la compte sur cette nouvelle vie, la base sur laquelle j'ai commencé à construire, mais ce n'était qu'un début. La vraie construction est venue de mon propre travail acharné, de ma propre discipline. Avec le stress constant et épuisant des bouleversements financiers et émotionnels de ma famille disparue, mon esprit est devenu une machine bien rodée. Au travail, ma concentration était absolue. Je ne faisais plus seulement semblant. J'excellais. Mes analyses de marché étaient plus pointues, mes projections plus précises. Il y a 3 mois, mon patron, Monsieur Landon, m'avait appelé dans son bureau au mur de verre. C'était un homme pragmatique qui valorisait les résultats avant tout. Alex, avait-il dit, à l'endroit au but, nous lançons une nouvelle division d'investissement axée sur les technologies émergentes, un portefeuille à haut risque et à haut rendement. J'ai besoin de quelqu'un pour la diriger qui soit méticuleux,
tourné vers l'avenir et imperturbable. Il a fait glisser un dossier sur le bureau poli vers moi. C'est un poste de vice-président. Il est assorti d'un salaire qui reflète ce titre et d'une structure de prime de performance importante. Le poste est à vous si vous le voulez. La promotion, le nouveau salaire, c'était plus que de l'argent. C'était une validation d'un monde qui fonctionnait selon la logique et le mérite, un monde si éloigné du marais toxique et irrationnel de ma famille. J'ai accepté sans hésitation. Mais le changement le plus profond dans ma vie était venu de l'endroit le plus inattendu. Quelques mois après la confrontation, luttant pour traiter l'ouragan d'événements, j'avais besoin d'un exutoire. Sur un coup de tête, j'ai créé une chaîne YouTube. Je l'ai appelée L'argent simplifié avec Alex. Pour ma première vidéo, je n'ai pas utilisé de script. Je me suis juste assis devant la caméra de mon ordinateur portable et j'ai raconté mon histoire. J'étais brut, imparfait et brutalement honnête. Je n'ai pas utilisé leur nom, mais j'ai détaillé le contrôle financier, les mensonges, le poids d'être le pourvoyeur secret. Je l'ai intitulé « Ils m'ont traité de voleur, mais je payais leurs factures depuis des années ». Je l'ai posté tard un mardi soir, ne m'attendant à rien. Je me suis réveillé mercredi et j'ai découvert qu'elle avait 15 000 vues. La section des commentaires était une révélation. Des centaines de personnes de tout le pays partageaient leurs propres histoires. C'est ma vie. Je suis la fille responsable qui paie pour les mauvaises décisions de mes parents. Merci d'avoir mis des mots sur ce que je ressens depuis une décennie. Mon frère est l'enfant chéri et je suis la banque familiale. Je pleure en regardant ça. Je n'avais pas seulement posté une vidéo. J'avais ouvert les vannes. J'ai réalisé que je n'étais pas seul, loin de là. Cette découverte a alimenté un nouveau but en moi. Ma chaîne est devenue mon projet passionnel. J'ai posté de nouvelles vidéos chaque semaine. J'ai appris aux gens à créer un fonds de liberté pour échapper aux situations de vie toxiques. J'ai fait des vidéos sur la définition de limites financières, sur la façon de parler d'argent à sa famille, sur les bases de l'investissement pour une véritable indépendance. Ma croissance n'a pas été une explosion virale. C'était une construction régulière et organique. Au cours de l'année, j'ai atteint 150 000 abonnés. Ce n'étaient pas seulement des abonnés. C'était une communauté. Nous étions tous des survivants d'un type particulier de guerre silencieuse, et nous nous aidions les uns les autres à construire une paix durable. J'avais une règle stricte de non-contact avec mes parents et Jason, mais des nouvelles me parvenaient toujours par l'intermédiaire d'Emily, qui agissait comme une journaliste réticente et chagrinée rapportant d'un royaume déchu. La saisie de la maison a été finalisée 6 mois après la confrontation. La banque a saisi la propriété qui avait été le théâtre de tant de drames familiaux et de mon propre sacrifice silencieux. Émilie a décrit une vente aux enchères désolante et humiliante où ma mère, une femme qui se vantait autrefois de ses meubles de créateur, a été forcée de vendre ses biens les plus précieux pour des fractions de leur valeur à des inconnus marchandant chaque dollar. Richard et Diana louaient désormais un appartement exigu de 2 chambres dans un quartier de la ville qu'elle appelait autrefois le mauvais côté des rails. La pelouse soignée a été remplacée par une terrasse en béton fissuré. Le garage pour 2 voitures était désormais un emplacement désigné dans un parking partagé et taché d'huile. Richard, l'ancien cadre qui portait autrefois des costumes sur mesure, travaillait maintenant à temps partiel à ranger des étagères dans une quincaillerie locale. Émilie a dit que la confiance débordante qu'il avait autrefois avait disparu, remplacée par un affaissement permanent et vaincu de ses épaules. La chute de Jason a été encore plus précipitée. Son humiliation publique aux mains de Vanessa, qui avait rédigé un long post sur les réseaux sociaux concernant sa tromperie par un narcissique manipulateur, avait été dévastatrice. Son cercle social, construit sur une base de la richesse perçue de ses parents et de son propre charme superficiel, s'est évaporé du jour au lendemain. Il était un paria dans notre ville natale. La famille élargie, comme l'oncle Thomas et la tante Patricia, qui avaient été si prompts à me condamner, étaient désormais visiblement absents de la vie de mes parents. Ils ne voulaient rien avoir à faire avec le drame de la famille Mitchell. Au moment où l'argent et le statut ont disparu, ils ont disparu aussi. Un soir, mon téléphone s'est allumé avec un SMS provenant d'un numéro inconnu. « Alex, c'est maman. Pouvons-nous trouver un moyen de parler, s'il vous plaît ?» Il y a un an, ce message m'aurait noué l'estomac. Maintenant, je ressentais juste une tristesse distante et clinique. J'avais commencé à voir une thérapeute, Dr Keller, une femme pointue et perspicace qui m'aidait à surmonter les suites complexes. Suivant ses conseils, je n'ai pas répondu. J'ai juste supprimé le message.
Certaines blessures ne sont pas destinées à être rouvertes. Ma nouvelle vie consistait à établir des relations saines, pas à raviver des relations toxiques. Lors d'une conférence sur les technologies financières où j'ai été invité à prendre la parole lors d'une table ronde, j'ai rencontré Olivia. C'était une brillante stratège marketing qui dirigeait sa propre entreprise. Après la table ronde, nous avons commencé à discuter. Elle m'a dit qu'elle avait démarré son entreprise avec l'argent qu'elle avait économisé pour échapper à sa propre famille qui la contrôlait financièrement. La reconnaissance a été instantanée. Elle n'a pas seulement compris mon histoire sur un plan intellectuel. Elle avait vécu sa propre version. Notre connexion a été immédiate et électrique. Nous avons commencé à collaborer sur une série d'ateliers pour ma communauté YouTube, combinant mon expertise financière avec son savoir-faire marketing. Notre partenariat commercial s'est rapidement transformé en quelque chose de plus. Avec Olivia, il n'y avait pas de jeu d'esprit, pas d'agenda caché. Il y avait juste du respect, de l'admiration et un amour facile et encourageant que je n'aurais jamais cru possible. Elle était ma partenaire dans tous les sens du terme. La dernière et la plus étrange des nouvelles est venue, comme toujours, d'Emily. Elle avait croisé Jason dans un café près du collège communautaire local. Il travaillait derrière le comptoir, prenant les commandes. Il avait l'air plus mince, a-t-elle dit, et la fanfaronnade arrogante avait disparu, remplacée par une énergie calme et nerveuse. Il lui a dit qu'il était inscrit au programme d'études paralégales. Il le payait lui-même avec son salaire du café. Il s'était excusé auprès d'elle, ses yeux pleins de ce qui ressemblait à une honte sincère pour la façon dont il m'avait traité. Ce n'était pas une fin heureuse pour lui. Ce n'était pas une rédemption. C'était juste une conséquence, un enfant gâté finalement forcé de grandir une tasse de café et un manuel scolaire à la fois. Et pour une raison quelconque, cela semblait plus réel et plus satisfaisant que n'importe quelles excuses qu'il aurait pu me présenter. La salle de bal de l'hôtel du centre-ville était en effervescence. Le panneau à l'extérieur disait « Sommet sur la liberté financière, discours d'ouverture par Alex Mitchell ». Il y a un an, j'étais le sujet de chuchotements et de fausses accusations. Maintenant, j'étais la vedette. Je me tenais dans les coulisses, regardant à travers une fente dans le rideau les 500 personnes qui trouvaient leur place. Elles étaient de tous âges, de tous horizons, toutes unies par le désir de prendre le contrôle de leur vie. Je suis monté sur scène sous une vague d'applaudissements chaleureux. Les lumières vives étaient chaudes, mais je me sentais calme. C'était mon nouvel élément. J'ai parlé pendant 45 minutes. J'ai partagé des graphiques et des données. J'ai parlé de la diversification des investissements et des comptes de retraite fiscalement avantageux, mais ce n'était pas le cœur de mon message. Le cœur était ce qu'est réellement l'argent, un outil. Un outil pour la sécurité, un outil pour la liberté, et surtout, un outil pour définir des limites. L'indépendance financière ne consiste pas à acheter une Lamborghini, ai-je dit à la foule, ma voix vibrant d'une conviction née de l'expérience. Il s'agit d'avoir le pouvoir de quitter un emploi toxique. Il s'agit d'avoir les ressources pour quitter une relation qui vous épuise. Il s'agit d'être capable de dire non aux personnes qui croient que vos ressources, votre temps et votre vie leur appartiennent. La vraie richesse est la capacité de se choisir. J'ai terminé mon discours en leur racontant une version condensée et anonyme de mon histoire. J'ai parlé des paiements hypothécaires secrets, de l'héritage volé, de l'acte douloureux mais nécessaire de couper les liens. Je pouvais voir des gens dans le public hocher la tête, les yeux brillants de reconnaissance. Certains pleuraient doucement. Je n'étais pas seulement un orateur. J'étais leur reflet. Les applaudissements à la fin ont été tonitruants, un rugissement de validation et de compréhension partagée. Alors que la foule commençait à se disperser, je me suis tenu au pupitre, rassemblant mes notes, le cœur rempli. Mon regard a dérivé vers le fond de l'immense salle. La plupart des gens se dirigeaient vers les sorties, mais une personne restait assise dans la faible lumière du dernier rang, une silhouette solitaire dans une mer de chaises vides. Même de cette distance, je savais qui c'était. Les épaules affaissées, les cheveux grisonnants, le costume bon marché qui ne lui allait pas tout à fait bien. C'était mon père. Il ne bougeait pas. Il était juste assis là à me regarder. Il avait l'air petit, vieux et profondément triste. C'était un fantôme à un festin auquel il n'était pas invité. Nos yeux se sont croisés à travers la salle caverneuse. J'ai vu un univers de regret, de honte, et peut-être, juste peut-être, une lueur de fierté dans son regard. Il avait l'air de vouloir dire quelque chose, faire un geste, mais il était paralysé par le gouffre entre nous,
Un gouffre qu'il avait creusé de ses propres mains. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas fait signe de la main. Je n'ai offert aucun signe de pardon, mais je n'ai pas détourné le regard avec colère non plus. J'ai simplement soutenu son regard pendant un long moment, puis j'ai fait un seul signe de tête lent et délibéré. Ce n'était pas une invitation. C'était un accusé de réception, une fin. Puis je me suis retourné, j'ai pris ma bouteille d'eau et je suis sorti de scène dans ma nouvelle vie. En m'éloignant de la scène, en m'éloignant du fantôme au dernier rang, j'ai ressenti un profond sentiment de paix m'envahir. Mon histoire n'avait pas été une quête de vengeance. Ça avait été un projet de récupération. J'avais récupéré mon nom, mon argent et mon avenir. J'avais appris la leçon la plus difficile de toutes, parfois, les personnes qui sont censées vous aimer le plus sont celles qui vous retiennent le plus, et la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de les laisser partir. Ils ont essayé de m'enterrer dans leurs mensonges, mais ils n'ont pas réalisé qu'ils plantaient une graine. Ils ne se sont jamais attendus à ce que je grandisse. Merci à tous d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle a résonné avec vous d'une manière ou d'une autre. Avez-vous déjà été confronté à une situation où vous deviez choisir entre votre famille et votre propre bien-être? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous.